Salut, bienvenue, c'est le travail d'Ara pour cette petite vidéo. Je vais essayer d'être le plus bref possible, en 15 minutes, on vous en dira un maximum, en étant clair et circonstancié. Alors est-ce que Blanquer, le ministre de l'Éducation de la République en marche forcée ou en marche arrière, et le petit général de Gaulle miniature, locataire de l'Élysée qui ne paie pas son loyer, monsieur Macron, vont-ils laisser enfin les enfants tranquillement respirer, ainsi que leurs parents et permettre une libre entrée des classes sans les terroriser dans une espèce d'école concentrationnaire? Les étudiants vont-ils avoir enfin des dates et des études à la hauteur de ceux et celles que la République a permis à Macron d'avoir, et Blanquer justement? Ne vont-ils pas encore une fois spolier, terroriser la population avec un virus qui a fait beaucoup moins de victimes que la grippe A de 2007? Pourquoi ce mensonge? Pourquoi cette spéculation sur la peur? Pourquoi cette augmentation de la terreur à l'approche de la rentrée? La République en marche, fière d'elle-même, hautaine et arrogante et autoritaire comme jamais d'ailleurs la France ne le fut depuis au moins 50 ans. Autoritaire, autoritariste, arrogante. Pourquoi autant de terreur et de psychose installée avec le mensonge, les aboiements médiatiques des chaînes de télévision qui sont largement soudoyées et payées par le pouvoir, puisque Bernard Arnault, propriétaire et milliardaire, est soudoyé, payé par le contribuable. Monsieur Drahi, avec sa BFM TV et toute sa quincaillerie médiatique, est aussi payé par les contribuables. Ils reçoivent énormément d'argent, les RMC, etc. Donc c'est normal qu'il y ait un retour d'ascenseur pour servir les causes et la mythomanie chronique des gouvernements. Je disais donc que le coronavirus aura fait moins de victimes, hélas trop de victimes, mais moins de victimes que la grippe A de 2017. Alors pourquoi aussi terroriser et effrayer la population? Peut-être à l'approche de la rentrée ont-ils peur d'une contestation massive, puisque les gilets jaunes sont de retour. Bravo les gilets jaunes, soyons des gilets jaunes, hein. Inscrivons sur notre drapeau républicain bleu, blanc, jaune, pourquoi pas, pour dire de soulever la population d'indignation, puisqu'elle est en train effectivement, je crois, il semblerait, de se faire voler effectivement de sa liberté d'expression, de sa liberté même d'action, de bouger, et surtout la crainte, le spectre de la vaccination obligatoire, vaccination qui n'a rien à voir contre maladie, mais plutôt à voir avec la surveillance généralisée et le contrôle de la population, avec des gars qui sont des arianistes, autrement dit des mecs qui travaillent sur la pureté de la race, comme Bill Gates, dont le père était un type qui travaillait sur la pureté de la race, autrement dit éliminer les plus faibles. Un Bill Gates qui prétend vouloir aider les pauvres, et en même temps en disant, contradiction suprême, il y a trop de monde sur Terre. Bizarre quand même ce gars, qui n'est pas médecin, qui est rien du tout finalement, pourri d'argent, bourré d'argent, pas très propre, qui voudrait donc sauver l'humanité en nous glissant des bombes à retardement dans le corps, autrement dit des puces nanométriques, invisibles à l'œil nu, mais des puces qui seraient en lien avec la 5G, pour laquelle Macron d'ailleurs a signé des ordonnances pour leur installation en loose day partout en France. Curieux quand même, la 5G, personne n'en a besoin, mais on sait que Bill Gates en a besoin pour son vaccin. Curieux, il va faire de quoi nous? Des bombes humaines, nous exploser quand ils le voudront? Dites-le nous, un petit peu, qu'on sache un petit peu quand et comment on sera explosé. Bref, la rentrée aura-t-elle lieu? Quand même, on va penser à nos petites têtes brunes et blondes, comment on peut faire pour les aider et leur permettre d'éviter et d'échapper à la terreur et d'avoir une scolarité normale. Au moment, il ne faut pas désespérer, puisqu'il y a beaucoup de professeurs français qui sont debout. Hein. Le professeur Perron parle de corruption, corruption et de dérives graves des labos pharmaceutiques, hein, qui apparemment ont soudoyé aussi un petit peu, ont payé grassement tous ceux que vous voyez à la télévision, hein, Gilles Doré, Corinne ou Catherine Lacombe qui passent tout le temps, ont des conflits d'intérêts terribles. Ils sont soudoyés, payés par des labos, et ils font la promo pour les labos, comme Bachelot faisait la promo aussi pour la grippe H1N1, ancienne des labos. Elle en a acheté pour 2 doses, 82 fois 94 millions de doses, je crois, qu'on a dû jeter à la poubelle finalement. Merci Bachelot. Qui revient quand même par le soupirail à la culture, Madame Bachelot, pour service rendu d'avoir jeté l'argent par les fenêtres. Enfin,
En bas de la fenêtre, il y avait certainement quelques patrons de labo qui récupéraient l'oseille. Hein. C'est jamais perdu pour, tout le monde. Des professeurs courageux, comme le professeur Raoult, qui disent non, la courbe est complètement retombée, arrêtez de faire flipper les gens. Ce virus n'a plus la dose dangereuse ou la force virale qu'il avait avant, et surtout les courbes sont tombées. Il y a des admissions, parce qu'il y a beaucoup de dépistage, mais il n'y a plus de gens en réanimation, il n'y a plus de morts. Pourquoi terroriser? Pourquoi ce masque? Est-ce que le masque c'est une muselière, c'est un bâillon pour que tout le monde s'écrase? Seul aurait droit de parler l'élite, les avertis, ceux qui dirigeraient cette aristocratie qui est dans l'ombre et dans le spectre de la Macronie. Pourquoi eux seuls auraient voix au chapitre et tous les Français devraient se taire? Bref, les gilets jaunes se lèvent, ils sont là debout. Bravo donc professeur Perron, bravo à monsieur Toussaint, le professeur Toussaint et Raoult qui sont en train de dézinguer à tout va. Certes, c'est vrai qu'ils se font dézinguer aussi, ils prennent des coups puisque tous les merdias, les chiennes de télé sont aboyées et ont lâché leur pitbull dessus. Et leurs pitbulls vont devenir, vous allez voir, de plus en plus féroces contre ces grands médecins qui sont les nouveaux Hippocrates, qui sont aussi les niveaux Esculape, ces anciens docteurs grecs qui furent les pères de la médecine, ces professeurs Perron, Toussaint ou Raoult qui sont les nouveaux Averroès, Ibn Sina, Ibn Rushd, ces grands médecins musulmans du 9e et 10e siècle. Et oui, Perron sont la réincarnation de tout ça, des hommes debout qui veulent, sans vouloir installer de la psychose, mais sauver les gens en fait. Leur serment d'Hippocrate, c'est sauver les gens sans être attachés et entachés par la souillure financière. Bref, soyez vigilants, n'ayez pas trop peur puisque on gouverne beaucoup par la peur, par la dictature. On crée effectivement un état de psychose, un état de sidération, comme disent les psychologues. On est incapable de réfléchir, on est tous des mômes finalement soumis. Et moi je suis quand même surpris par rapport à ce que j'ai pu lire, un peu savoir d'une telle capacité à se soumettre en France et à tout accepter, à accepter la terreur, à accepter le mensonge et à solder et à laisser... à balancer finalement son esprit critique, de tout avaler, ils l'ont dit à la télé. C'est vrai que la terreur est telle, la dictature s'installe, la répression, la police, les caméras, tout ça est un peu flippant, chers amis. Comment faire? Ça va être difficile. Je vais vous proposer un livre d'ailleurs que je vais vous montrer. C'est de l'écrivain Allal Aswani. Allal Aswani qui s'appelle, ce livre de Allal Aswani, l'écrivain égyptien, qui s'appelle La dictature, le syndrome de la dictature. C'est le livre de Allal Aswani, sorti chez Actes Sud, qui parle effectivement comment la peur et la dictature finalement a été intégrée dans l'esprit des gens, des Égyptiens notamment, mais aujourd'hui nous sommes tous des Égyptiens, nous sommes tous envahis par la terreur et le syndrome de la dictature apparemment nous a envahis. Tous, on se soumet, on s'écrase avec le spectre de la vaccination qui arrive, qui est terrible, tout le monde le dit, faites très très attention, on ne sait pas ce qu'on va vous mettre dans le corps, mais certains monstres des docteurs Jekyll vont vous mettre peut-être effectivement des explosifs potentiellement dans le corps et ils pourront effectivement faire sauter tout ça quand ils le veulent avec ces puces nanométriques du diabolique Bill Gates qui fut l'ami d'Epstein, le pédocriminel. Epstein c'était le pote à Bill Gates. Il y a beaucoup d'autres choses aussi qu'on pourrait dire à Bill Gates, il y a beaucoup de vidéos qui circulent, avec beaucoup de vérité, c'est à vous de vérifier, mais de vous dire pourquoi cet homme soudain voudrait sauver l'humanité, alors que pour sauver l'humanité, il suffit de déverser, de saupoudrer des milliards ou des millions en Afrique et un peu partout, comme il le fait pour saupoudrer et acheter les médias, qui disent que du bien sur lui. Alors pourquoi pas commencer par saupoudrer et donner de l'argent en Afrique, ou en Inde, ou dans les pays qui souffrent, au lieu de saupoudrer les médias. Curieux quand même. Et ça, c'est des faits. Vous pouvez les vérifier. Je n'invente rien sur tout ça. Donc, méfiance absolue à cet égard. Je voudrais aussi, chers amis, enchaîner sur un autre sujet. C'est la décision qui donne visiblement des boutons, des hémorroïdes et de l'urticaire à la classe médiatique. Pour faire diversion, ils s'occupent de ce qui se passe en Turquie. Ils sont en train de diaboliser Erdogan. Bon, c'est normal, il est musulman. Moi, qu'on diabolise un musulman, je trouve que c'est normal, c'est dans l'air du temps, c'est comme ça qu'on détourne l'opinion de la réalité. Voilà, donc ça fait partie des règles du jeu, il faut parler de terrorisme, d'intégrisme, etc., de radicalisation, de fichiers S.
pour ne pas parler de la réalité française, du chômage, de la crise économique, du petit général de Gaulle miniature qu'on a à l'Élysée avec son épouse, qui parlait de qu'elle est bling bling, qu'elle fait jeune, etc., etc. Pendant que la maison brûle, on nous parle effectivement de choses complètement inutiles, de l'ordre de la télé-poubelle, hein, ou de la télé-réalité, c'est vous qui choisissez le qualificatif. Pour moi, tout ça, c'est de la télé-poubelle, de la politique spectacle aussi. Et quand on dit de regarder là, quand on nous met la tête dans la merde, il faut retirer la tête et regarder ailleurs. Qui nous met la tête dans la merde? Et on saura peut-être pourquoi on nous met la tête dans la merde. Bref, chers amis, je voudrais venir à Erdogan. Pourquoi cette hystérie collective des médias et de Macron sur Sainte Sophie, Sophia, son nom arabe, que Erdogan ait tenu ses promesses. Erdogan ait tenu ses promesses. Macron tenait vos promesses. Erdogan avait dit que Sainte Sophie, qui était musulmane depuis 1453, après la victoire de Mohammed el-Fattah, le grand sultan ottoman, qui avait effectivement conquis la partie européenne du Bosphore, eh bien, elle était redevenue musulmane. Elle était musulmane et Erdogan avait promis que dans son programme, il le tiendrait. Et effectivement, il a tenu. Le cri du muezzin, Allahu Akbar, ce mot qui fait très peur en France, eh bien, a retenti au sommet de Sainte Sophie, comme il retentit d'ailleurs dans les autres mosquées, Salamaniye, ou alors le Ahmed Sultan, je crois, l'autre grande mosquée d'Istanbul. Il avait promis, et visiblement, ça a donné de l'urticaire à des gens, parce qu'ils ont inventé, et c'est un crime contre la laïcité, contre l'universalisme de Sainte Sophie, et Erdogan, l'islamiste, forcément, avec son gouvernement dit islamiste par les médias, a rompu ce contrat. Mais dites-moi, depuis 40 ans que la Turquie demande, supplie pour rentrer en Europe, vous l'avez tous méprisé. Sarkozy a été peut-être le plus mesquin, le plus brutal en méprisant la Turquie lorsqu'elle voulait rentrer en Europe. Un coup, c'était la liberté des femmes. Un coup, c'était la liberté d'expression. Un coup, c'était la dictature. Un coup, c'était son comportement qui était louche. Un coup, c'était la couleur du chapeau. Un coup, c'était les moustaches des Turcs. Un coup, c'était ceci. Non, si depuis si longtemps vous aimiez la laïcité à la turque, pourquoi n'avez-vous pas fait entrer la Turquie bien avant, histoire de préserver sa laïcité? Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Sophia était musulmane depuis 1453 et en 1924, un dictateur, il faut bien le dire, il faut faire tomber le tabou sur Atatürk et dire un peu des choses sur ce monsieur, ce prétendu père de la Turquie. Non, il n'est pas père de la Turquie, pas du tout. Certains historiens turcs commencent à travailler sur ce qu'il était réellement. C'était un homme à double facette qui n'a pas caché en disant de détruire la culture islamique de la Turquie. Il était un peu islamophobe sur les bords, anti-musulman. Il avait aussi un problème avec la culture arabe, puisqu'il va défaire l'alphabet arabe. Au passage, M. Erdogan, un peu de courage, rétablissez l'alphabet arabe. Là, vous pouvez être sûr que la Macronie et les laïcards de France vont faire un arrêt cardiaque. Rétablissez la langue arabe chez vous. Alors, Atatürk, après l'humiliation de la Turquie, après la Première Guerre mondiale, au traité de Sèvres, où la Turquie a été complètement dépecée, eh bien, les Turcs ont résisté. Le peuple, le turc. Et c'est pas Atatürk qui a fait tout ça. Il a fait ça notamment avec son général qui s'appelait İsmet İnönü, qui était celui qui était le vrai stratège et qui a commencé à reconquérir et à résister aux Grecs, aux Anglais et aux Italiens. Comment Atatürk a réussi à bouleverser et à faire basculer les rapports de force du sultan pour lui, en sa faveur. C'est curieux, dans un pays qui était quand même à majorité musulmane. Ce type venait quasiment de nulle part. Eh bien, il faut savoir, remonter un peu dans le passé, qu'en 1897, le théoricien du sionisme, Théodore Herzl, est arrivé voir le sultan Abdelhamid, autrement dit le calife, le 101e calife, et lui a demandé de leur vendre à la Palestine pour pouvoir en faire un foyer juif. Abdelhamid, le sultan, a dit non, je ne peux pas. Je veux bien accorder l'asile politique et la nationalité ottomane aux juifs persécutés, mais je ne peux pas leur laisser entrer en Palestine parce que ça crée un conflit. Et ce n'est pas leur terre par définition. Ils peuvent cohabiter, mais pour l'instant, je ne peux pas. Bref, ils vont lui proposer de racheter la dette turque. Il va refuser. Et on peut penser que Atatürk a été en sous-main beaucoup aidé militairement et financièrement pour pouvoir effectivement résister au sultan et donc à prendre la place et devenir donc le président un peu à la fois avec des aides militaires
les deux forces occupantes de la Turquie, qui étaient les forces d'Atatürk, Mustafa Kemal, de son autre nom, et du sultan et du calife Abdelhamid, eh bien c'est lui qui l'a emporté. Avec quel argent? Comment? Eh bien on peut penser qu'effectivement les forces financières occultes étaient derrière, parce qu'il était question de faire tomber la République islamique turque et ottomane pour permettre effectivement l'ouverture des frontières de main plus facilement aux Juifs de l'Est. Et on peut penser que la suite du travail en sous-main, en souterrain de Theodor Herzl et de Rothschild, eh bien, ont travaillé en faveur d'Atatürk. La preuve, immédiatement, il fait tomber toutes les valeurs turques. Il interdit la barbe, il interdit le chant du muezzin, il interdit, il change l'alphabet turc qui était l'alphabet arabe, il va effectivement le réduire à un alphabet indo-européen. Il va aussi interdire aux femmes le voile, aux femmes la barbe, et les hommes qui vont oser exhiber, montrer leur islamité, ils seront pendus. Ils seront pendus. Une brutalité inouïe. Inouïe. Et il va enlever effectivement de la constitution que l'islam est la religion d'État. Bref, cet homme sera d'une ultra-violence. Et quand le Shir Saïd, qui était un kurde sunnite, qui était un grand chef religieux, va résister contre la dictature anti-musulmane d'Atatürk, eh bien, il va y avoir une guerre entre ces deux Turquies-là. Les hommes turcs et kurdes de Shir Saïd vont se faire massacrer, puisque Atatürk et ses hommes vont tuer 300 000 turco-kurdes, ou kurdo-turcs. 300 000. C'est beaucoup plus que le nombre de soldats qu'Atatürk et que Ismet Onunu ont tué pour défendre la Turquie. Il a tué plus de Turcs que d'ennemis réellement de la Turquie. C'est vous dire que les historiens travaillent, et bientôt on en saura davantage sur cette Turquie-là et sur l'histoire de la Turquie. Une historienne turque a raconté, elle a été poursuivie d'ailleurs par les Lougris, ces nationalistes d'extrême droite turque. Cette historienne avait déclaré que lors d'une guerre, lors d'un conflit, Atatürk s'était échappé du conflit, a eu la vie sauve lorsqu'il s'est habillé en femme. Il s'est mis un voile sur la tête, ce qui était considéré comme une insulte suprême au père de la Turquie. Eh bien, cette femme a été poursuivie. Et il semblerait que ce fait historique ait eu lieu. Mais il portait atteinte à l'honneur et à l'image d'Atatürk, qui était anti-musulman, que cette femme ait annoncé et déclaré qu'il s'était habillé en femme pour se sauver. Bien sûr, ça porte atteinte à ces nationalistes qui sont extrêmement dangereux, ces nationalistes, puisqu'ils sont derrière aussi, ces nationalistes lougris, derrière la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II en 1980, attentat qui a été prêté aux musulmans, alors que c'était ces lougris nationalistes avec l'aide d'autres mafias pour salir l'islam. Ce sont eux qui ont essayé de tuer Atatürk en manipulant un taré qui s'appelait Ali Aksa, souvenez-vous, c'était en 1980. Bref, bravo, monsieur Erdogan, d'avoir tenu vos promesses, d'avoir rendu l'islam à Safiya, Sainte Sophie à l'islam. C'est tout à fait normal que Atatürk ait redonné l'identité réelle des Turcs, l'identité musulmane. Avec Sainte Sophie, il redonne de l'orgueil, de la fierté, il tient ses promesses. Faites-en autant, le petit général de Gaulle miniature, monsieur Macron, faites-en autant, évidemment. Lisez ce livre, Le syndrome de la dictature de Halal Aswani, que je vous remontre, où il cite Halal Aswani, Pierre de la Boétie, qui était un philosophe français qui parlait de la soumission volontaire. Comment les gens se soumettent tout seuls, ils se déshabillent de leur liberté et l'offrent sans résister. On est presque en plein là-dedans, dans l'esprit et la philosophie de Pierre de la Boétie, et lisez ce livre de Al-Aswani, vous apprendrez davantage le syndrome de la dictature. Bref, bravo Erdogan. Erdogan, il vous reste, si vous voulez leur faire crever de jalousie, à rétablir l'écriture arabe chez vous, comme le font beaucoup de Turcs à l'étranger, notamment les Turcs de Hongrie, qui écrivent encore sur leur commerce en écriture arabe. C'est très beau, la calligraphie arabe est très belle, elle épouse bien aussi la langue turque. Et où est le mal qu'un homme rende l'esprit islamique à un lieu qui le fut pendant 500 ans, et que Atatürk a brutalement cassé
en 1924 pour faire plaisir finalement aux laïcards et aussi peut-être assouvir, aller savoir aussi son islamophobie. Je souhaite effectivement que la France aussi, que certains lieux soient restitués au catholicisme en France et que les Français en général réinvestissent massivement les églises et les cathédrales. D'une, elles seront plus surveillées puisque les catholiques seront plus nombreux dans les églises, donc elles seront surveillées, elles pourront parer à des ordures de pyromanes qui pourraient y mettre le feu, et que si les églises sont beaucoup fréquentées, je l'espère, eh bien, il n'y aura pas d'autres victimes comme le père Hamel. Parce que je pense qu'il y avait beaucoup, s'il y avait toujours aussi de monde dans les églises, peut-être que des gens auraient sauvé le père Hamel, vous savez, ce père qui a été égorgé du côté de Rouen. Bref, chers amis, mille merci à vous d'avoir suivi ce petit programme du travail d'arabe. Je vous remercie infiniment. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo. Mettre un petit pouce pour dire vous aimez, la partager évidemment, et aussi, bien sûr, vous abonner. Mille merci à vous.